Notre dossier du jour consacré au thé, c'est parti. Le thé est sorti de son carcan british depuis quelques années pour devenir tendance. Les magasins spécialisés se sont multipliés et maintenant on trouve désormais dans certains restaurants des cartes des thés plus grandes que celles des vins. Alors d'où viennent tous ces thés, comment les déguster, quelles sont leurs vertus et que penser par exemple des thés que l'on trouve dans les supermarchés? Voilà quelques-unes des questions que l'on va poser à nos invités du jour. Et les voici nos invités. Gilles Brochard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, expert en thé. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages sur le sujet. Et vous venez de lancer l'Institute of Tea Tasting, l'Institut de dégustation du thé, qui est en France et en Italie. À vos côtés, Vincent Balaï, bonjour. Bonjour. Et vous êtes le PDG de Compagnie Coloniale, qui vend du thé haut de gamme. Et enfin, on accueille Tamia Ménez, bonjour. Vous êtes la cofondatrice de la T-Box, un système d'abonnement. Et on reçoit régulièrement sa box de thé. Vous allez nous l'expliquer tout à l'heure. Et puis, vous allez nous aider à préparer un vrai thé détox maison avec l'aide de votre associée Julia Ullmann qui, elle, nous préparera une autre spécialité de thé gourmand. Mais d'abord, si vous regardez dans les rayons de votre supermarché, en général, vous trouvez du thé noir, du thé vert, si vous avez un petit peu de chance, du thé blanc, mais normalement, ça devrait s'arrêter là, alors qu'il existe bien d'autres couleurs et des milliers de variétés. C'est ce que nous fait découvrir Charles Bert. À la carte de ce salon parisien, plus de 150 références de thé provenant du monde entier. Alors pour faire son choix, chacun se fie à sa couleur favorite. Moi, je préfère le thé blanc. J'aime bien le fait que ce soit un thé assez doux et qui se parfume facilement. J'achète du thé noir que je bois le matin pour me réveiller. Un thé parfumé, simple, sobre. Le thé jaune, je ne connais pas du tout. Le thé blanc, j'ai testé quelques fois. Je n'ai pas été très convaincue et j'ai goûté un thé bleu il n'y a pas très longtemps. Oui, un thé bleu, vous avez bien entendu. Vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais des couleurs de thé, il y en a 6. Le blanc, le vert, le jaune, bleu-vert, noir et sombre. Mais attention, ne vous fiez pas à la couleur de la boisson, car nous, les Européens, nous n'avons pas les mêmes appellations que les Chinois. Pour le thé blanc, le thé jaune et le thé vert, il s'agit de thés qui ne sont pas oxydés ou très peu oxydés. À l'opposé, vous avez des thés oxydés qui sont les thés noirs ou fermentés, qui sont les thés sombres. Et puis au milieu de ces deux grandes familles, vous avez un cas unique qui est le thé oolong, le thé en voie d'oxydation qu'on appelle aussi le thé bleu-vert. En fait, tous les thés sont produits à partir des mêmes feuilles d'un théier appelé le Camellia sinensis. Après la récolte, pour obtenir des couleurs de thé différentes, c'est le processus de fabrication qui change. Par exemple, pour obtenir du thé blanc, les feuilles sont simplement exposées quelques jours au soleil, puis séchées. C'est ce qu'on appelle une oxydation naturelle. Le thé noir subit lui une oxydation complète. Après être partiellement séché, les feuilles passent dans un tambour, puis subissent une fermentation dans une pièce chaude et humide, et cela pendant plusieurs heures, d'où un goût plus ou moins prononcé. En règle générale, plus une couleur de thé est claire, plus le thé va être doux, soyeux, léger. Plus la couleur est foncée, plus le thé va être charpenté, corpulent, fort, tannique. Celui qui plaît le plus, c'est le thé noir, le plus consommé par les Français. En seconde place, on retrouve le thé vert. Sa consommation a triplé en l'espace de 15 ans, car les vertus de ces couleurs sont de plus en plus reconnues. Les vertus du thé noir et du thé vert sont très intéressantes pour la santé. D'une part, ils sont drainants, donc c'est très efficace pour éviter la prise de poids. Et en plus de ça, ils contiennent beaucoup d'antioxydants, notamment les catéchines, qui sont en fait des antioxydants qui permettent de lutter contre le vieillissement du corps. Si les thés verts et noirs connaissent un franc succès, ce n'est pas le cas des 4 autres couleurs. Quasiment absentes des supermarchés, il faut pousser la porte de boutiques spécialisées pour les trouver. Ces thés ne représentent que 5% de la consommation française. Les raisons pour lesquelles ces thés sont peu consommés en France, c'est qu'ils sont produits dans des régions assez restreintes, en Chine uniquement dans quelques régions et aussi à Taïwan, ce qui fait que les quantités offertes à la vente, d'autant plus à l'export, sont extrêmement limitées. Des thés rares qui ont un coût. Exemple avec ce thé jaune vendu 16 € les 100 grammes, plébiscité par les connaisseurs. L'intérêt de ce thé, c'est qu'on va perdre un petit peu le côté vif, le côté vert, et on va aller vers plus des notes chaleureuses. Ça va être une liqueur qui sera assez douce, qui peut être d'ailleurs légèrement torréfiée.
on perd un peu de l'astringence du thé vert sur lesquels les Français sont peut-être un petit peu moins habitués. Et les thés blancs, jaunes et bleu-vert, en plus d'être également antioxydants, ont l'avantage de contenir peu de théine. La théine, en fait, retarde l'endormissement, c'est un excitant. Donc, le fait de consommer ces thés-là dans l'après-midi, en début de soirée, ne pose pas de problème sur l'endormissement. Et pour préserver toutes les saveurs de votre thé, attention au temps d'infusion. Comptez environ 3 minutes pour un thé vert et jusqu'à 5 minutes pour un thé noir. Gilles Brochard, ça vaut le coup de casser sa tirelire pour acheter des thés rares, Claude Allier, Bien comme ça, dans sûr, le je pense sujet. que... Alors, moi, il y a un Évidemment. conseil que je donne quand on initie quelqu'un qui ne connaît rien au thé, il faut y aller tout doucement. C'est comme dans le vin, vous n'achetez pas un Pétrus ou un premier cru dans le Bordeaux. Donc, vous pouvez commencer avec des thés de très bonne qualité. Et puis ensuite, il faut goûter. C'est très physique, le thé, évidemment, c'est comme toutes les boissons. Donc, il faut trouver chacun, il faut du temps. Hein. On a tous commencé par boire des mauvais thés. Donc, il faut que chacun trouve le thé, son thé, et à des moments donnés aussi de la journée. C'est ça qui est important. Vincent Balayer, on peut trouver toute la gamme de couleurs chez vous ? Toute la gamme de couleurs, effectivement, on va du thé noir qui est encore très fortement consommé en France, mais beaucoup de thé vert de plus en plus, et aussi le rooibos dont on n'a peut-être pas trop parlé, qui n'est pas un thé, vous savez, c'est encore une autre On famille. l'appelle parfois thé rouge. On l'appelle thé rouge parce que ça a une liqueur rouge. Il faut expliquer qu'à l'époque, au 19e, au 20e siècle, je viens de dire un truc incroyable, c'est que le thé vert était interdit, n'était pas recommandé par la compagnie coloniale. Absolument, en fait même par l'ordre des médecins. Par l'ordre des médecins. C'est écrit sur les documents de la compagnie coloniale 1864 pour des vertus trop astringentes ou autres. Donc après, c'est plus une question de mode. Alors qu'aujourd'hui, on ne jure presque que par ça. Hein, c'est ça qui est incroyable. Il est si formidable que ça, d'ailleurs, le thé vert ? Alors moi je considère, on est en France, donc on est en Europe, donc on aime les ferments quand même, on aime les boissons oxydées, fermentées. Le thé vert, parce qu'on parle toujours du thé blanc. Moi je pense antioxydants, mais ils sont tous il y a autant d'antioxydants dans un thé vert que dans un thé noir. En revanche, il n'y a pas le même type de vitamines. Mais moi, je dis toujours, si vous voulez vraiment maigrir, si vous voulez prenez plutôt des thés noirs type Yunnan ou Pu'er, qui sont des thés d'immense-graisse, qui ont subi plusieurs fermentations, qui ont vieilli en cave, qui sont très terreux et qui permettent de mieux digérer. Vous avez des Yunnan et Pu'er. Alors Pu'er, c'est une petite ville dans le Yunnan, qui est une des plus grandes, c'est la grande région à côté du Sichuan, en Chine. Et c'est un thé assez extraordinaire, alors qui est proposé soit en galette, soit en brique, parce qu'autrefois les cavaliers qui traversaient la Chine les mettaient sur leurs chevaux, donc ça permettait de garder ces thés. C'était plus pratique de les garder, on les cassait avec des petits marteaux, ou bien en vrac. Alors ce sont des thés qui sont extraordinaires parce qu'ils permettent. Il y a beaucoup d'antioxydants, c'est des thés qui peuvent se boire, alors qui ne se boivent pas forcément le matin parce que c'est très terreux comme ça et c'est un petit peu difficile. Mais après, par exemple, un bon repas ou une soirée bien arrosée, vous le buvez, il n'y a pas trop de vitamine C, donc ça c'est bien. C'est des thés même pas de vitamine C et donc le soir c'est formidable. Mais effectivement, on n'a pas de recommander à des jeunes, à des non-initiés parce que c'est quand même un peu dur. En mettant un bout de lait dedans. Alors ça, c'est catastrophique. Vous êtes contre ? Allez, oui. On n'est pas des Anglais, nous, les Français. Hein. Il ne faut pas oublier que les Anglais, qui ne savent pas trop boire le thé en général, ce sont plus des amateurs de lait. Voilà. Et donc, c'est eux qui ont inventé au 19e siècle les blindes, les fameux blindes, les mélanges avec des thés d'Assam, d'Afrique, pour avoir un mélange très dur avec des BOP, des CTC, qui sont des feuilles qui sont hachées, coupées, et qu'on noie dans le lait. Voilà. Les Anglais sont plus amateurs de scones que de vrais thés de grande qualité. Dans un bon vin, on ne met pas d'eau. Dans un bon whisky, on ne met pas de boisson au cola. Voilà, exactement. Donc dans un bon thé, en général, on le boit plutôt nature et sans sucre. Et alors vous nous disiez, donc il y a ces phénomènes de mode qu'on voit apparaître de temps en temps. Là, en ce moment, la mode est au thé bleu, Mélanie, c'est ça ? Ah oui, c'est encore assez peu répandu. Alors le thé bleu, comme on l'a mis dans le sujet, ce n'est pas bleu. Pourquoi on dit thé bleu ? Parce qu'en fait, ça définit l'oxydation de ce thé qui se trouve entre l'oxydation des feuilles justement du thé vert et qui est très peu oxydé et l'oxydation des feuilles du thé noir qui est très oxydé. Et donc on se dit le bleu, c'est entre les deux. Alors on appelle ça thé bleu, mais il y a aussi un autre surnom, c'est le thé Oolong. Et vous savez pourquoi on dit Oolong ? Vous savez ce que ça veut dire ? Non. Dragon noir. Bah oui, c'est ça. Ça veut dire ça exactement. Mais non, parce que c'est la légende chinoise, il y a un dragon noir qu'un cultivateur de thé a vu apparaître dans une théière. Et on ouvre la théière. Non mais t'as triché sur ces filles. Et ben c'est exactement ça. C'est incroyable. Et alors c'est exactement ça.
Et effectivement, et c'est effectivement parce que c'est un goût de châtaigne en effet. Ce thé est réputé pour avoir un petit goût effectivement de châtaigne ou de marron grillé. Alors c'est encore assez peu répandu. Il y a assez peu de théine. On le trouve pas partout. La preuve parce que c'est quand même un prix. Oui, mais parce que vous avez des. Oui, c'est ça. Mais vous oubliez une chose. Et je finis juste justement une chose importante. Avec quoi ça s'accompagne? Alors. Paraît-il que ce serait parfaitement bon et délicieux avec le chèvre frais, les petits 4 quarts ou les gâteaux aux amandes, les financiers, et le poisson. Voilà, donc Maya disait un brunch. Voilà, un petit thé bleu. Il faut dire aussi qu'on l'appelle ça le thé des dragons parce que les feuilles s'ouvrent comme les ailes d'un dragon quand l'eau est à 95 degrés. Et plus vous laissez infuser le thé, plus les feuilles vont se déployer, vont retourner à l'origine du thé. Et c'est un thé, dans la tradition taoïste, qu'on n'infuse pas, qu'on infuse directement dans les théières ou les ongles des bols chinois. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. C'est des thés en totale liberté qui sont en communion avec la nature. Voilà. Tamia, on trouve tous ces thés dans vos thé-box? Absolument. Cette variété, toutes ces couleurs? Tout à fait. Dans une thé-box, en fait, on trouve plein de thés différents. L'idée, c'est justement d'accompagner ce parcours. On sait que le thé, c'est une tendance de plus en plus présente ces dernières années. Plein de gens se sont pris au jeu, commencent par un thé, 2 thés. Et nous, on s'est dit que ça serait chouette de pouvoir partir à la découverte de toutes les maisons de thé de qualité et chez chacune, piocher, découvrir, tester avant d'acheter et du coup aussi affiner ses goûts et créer un parcours un peu comme vous le suggérez, c'est-à-dire qu'à travers la vie, le temps, les saisons, mais aussi ses habitudes alimentaires, le thé qui va bien au bon moment de la journée. Donc on reçoit une box tous les mois chez soi, c'est ça? Absolument. Et donc tous les mois, on reçoit une box qui est conçue autour d'un thème et ensuite, nous, on associe les saveurs à ce thème. Et donc, on va trouver combien de sachets à peu près On est entre 24 et 30 dégustations de thé. L'idée étant un peu un thé par jour, sachant que bien sûr, chacun a ses préférences, son Earl Grey, et puis son thé découverte qu'il va trouver dans la thé-box. Et tout ça pour la modique somme de 20 € par mois. Par mois. Ouais, c'est pas cher. Frais de port. Compris. C'est validé. C'est validé. Comment est-ce qu'on reconnaît? D'ailleurs, on ne vous l'a pas demandé, quelles sont vos spécialités, vous, à la compagnie coloniale? Alors, on a une très grande spécialité, c'est qu'on aromatise les thés noirs à la vapeur. Donc ça, c'est un savoir-faire qui est ancestral chez Compagnie Coloniale. C'est-à-dire, pour aromatiser du thé, en fait, il faut faire, on va dire, faire un contact entre des arômes et des feuilles de thé. La feuille de thé a un avantage, c'est qu'elle est très éponge, en fait. Elle absorbe facilement les arômes. C'est pour ça qu'on a, depuis très longtemps, aromatisé du thé. Mais nous, en fait, on réhumidifie légèrement les feuilles de thé à la vapeur. Et vous le faites en France? Alors, tout est fait en France, bien sûr. Nos ateliers sont à côté du Futuroscope, à Poitiers. Et donc, on a une chaudière vapeur qui réhumidifie les feuilles de thé. Donc, les arômes se figent sur les feuilles de thé, c'est resséché derrière, ce qui fidélise l'arôme sur le thé jusqu'au palais. Parce que souvent, quand on sent un thé aromatisé, ça se sent plutôt bon, en général. Et on le perd. Quand on le déguste, souvent, on est un peu déçu parce que les arômes sont très volatiles. Alors, oui, du coup, justement, comment on reconnaît un bon thé quand on doit le choisir? C'est à l'odeur? C'est difficile. À l'odeur, parfois, le thé, ça sent pas grand-chose. Faut le goûter. Je ne bois pas de thé aromatisé depuis longtemps, mais je bois que des thés d'origine en général. Et c'est vrai, c'est intéressant de voir la fraîcheur d'une boîte. C'est pour ça que les boîtes, c'est bien aussi qu'elles soient protégées, qu'elles aient un double couvercle souvent, pour protéger vraiment les arômes du thé. Alors, on le sent un petit peu parce qu'il y a une fraîcheur dans les Darjeeling, dans certains scellants. Voilà, cette boîte est magnifique. Et ensuite, vous l'infusez, et c'est vrai que c'est à la dégustation que tout explose, tout devient poétique en bouche. Hein, et alors, j'imagine que pour vous, c'est une hérésie, les sachets, les agrafes, tout ça. La colle. C'est-à-dire qu'il y a une fameuse marque jaune à bord rouge là, qui a fait ça longtemps. Alors, il y a des agrafes. C'est vrai que l'agrafe, c'est innommable parce qu'il y a un métal. Aujourd'hui, moi, je pense que ce que fait Daman, la compagnie coloniale, qui est une sorte de tissage, c'est pas vraiment du nylon, mais c'est formidable parce que là, vous avez du mousseline. C'est une mousseline. C'est la même qualité que le thé en vrac. Quand vous l'ouvrez, vous avez du vrac dedans. C'est ça qui est formidable. Oui, c'est pas le thé n'est pas haché. Donc ça, c'est bien. C'est pas broyé, quoi. Voilà. C'est le côté pratique pour boire au bureau. C'est plus pratique que du vrac qu'on doit mettre dans une théière. Mais un sachet comme celui-ci, vous pouvez le mettre dans une théière pour 2 à 3 personnes. C'est aussi un avantage. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez des thés qu'on trouve en supermarché? Ils sont tous à jeter? Alors moi, il y a une chose que je voudrais dire simplement, c'est que méfiez-vous quand vous voyez sur des boîtes industrielles le temps d'infusion et la température de l'eau à 100 degrés. Une eau qui bout, c'est une eau qui a perdu ses oligo-éléments et on ne boit jamais un thé brûlant. Ça, c'est une tradition. Les thés verts, il faut les faire autour de 65, 70, 72, 73 degrés à peu près. Un Japonais ne boit jamais un thé chaud, il faut le savoir.
Un chinois, c'est différent parce qu'ils ont une tradition différente, mais ça peut brûler les feuilles et donc, il y a une perte de goût. En revanche, tout ce qui est oolong ou thé rouge, thé noir, vous pouvez les infuser à 85, 95 degrés, 96, c'est très bien. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que moi, en supermarché, attention, oui, parce que souvent, on dit... Il y a des boîtes qui ont fait des progrès. La compagnie coloniale a fait des progrès parce que maintenant, ils mettent plus... ils mettent l'eau frémissante. C'est pour ça qu'il faut acheter des bouilloires type Riviera et Bar, par exemple, où on contrôle la température. 80, 90, 100 degrés pour les œufs à la coque. Mais bon, on commence à 50 degrés. Un matcha se boit à 50 degrés. Vous nous parlez surtout de ces consignes-là, mais moins de la qualité qu'on va trouver dans les déjà, supermarchés, c'est important parce qu'on peut avoir un thé de qualité et mal l'infuser. Ouais. Alors, il y a des gens qui disent « Oh, mais mon thé, en fait, ils ont mis trop de feuilles de thé. L'infusion est mauvaise. Vous voyez, un sencha, ça s'infuse 1 à 2 minutes. Un Darjeeling première école, 4-5 minutes maximum. Voilà, avec, moi, ce que je recommande, c'est les filets à papillons en coton. Vous le mettez dans la théière. Vous mettez les feuilles, ça nage, et vous le retirez. Voilà, et vous faites un aller-retour simplement pour remuer les feuilles, et ça, c'est l'idéal. Alors, on va aller faire une première recette en cuisine, Tamia. Vous allez nous préparer un thé détox maison, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que le thé aurait des vertus détox. Mais là, vous allez encore plus loin en ajoutant des ingrédients au thé. En fait, ça fait aussi partie des changements dans le monde du thé, c'est qu'il s'agit pour chacun de se l'approprier. Donc vous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de créer un peu une recette sur mesure. Alors on part d'une base avec du nous, thé vert ? On est parti sur une base de thé vert. C'est un thé coréen qui est très doux, qui a des notes végétales mais pas trop fortes, et qu'on va aromatiser maison. Donc pour avoir à la fois des vertus détox, mais aussi plutôt énergisantes. C'est ce parti pris-là qu'on a eu cette fois-ci. Donc là, 2-3 gouttes d'huile essentielle de mandarine. On va verser comme ça. On va mélanger ensuite. Voilà, ensuite on mélange. On remue au maximum pour que ça puisse bien adhérer. Ensuite, toujours sur des notes d'agrumes, la citronnelle, citronnelle séchée, qui est très apaisante. On peut mettre ici, pour adoucir un petit peu le mélange, du pomelo qui va casser un petit peu fruité. Voilà, et un peu l'amertume. Et ensuite, on peut passer aux plantes qui ont des vertus, comme par exemple la sauge, qui est excellente pour le foie, qui est très connue pour ses vertus dépuratives. Ici, un petit peu de feuilles de bambou, excellent pour la peau. Ça, je ne sais pas où on trouve de la feuille de bambou. Voilà, c'est plus difficile, mais on peut en trouver en magasin bio, par exemple. Un petit peu de matcha, qui est... C'est un thé également, mais qui est broyé. Absolument. Qui est très à la mode, notamment aux États-Unis. Absolument, qui fait fureur chez tous les mannequins, les cures pareil, de détox au matcha, absolument, et c'est des concentrés d'antioxydants. Et puis ensuite, ici, on peut parsemer de baies de goji, qui sont connus pour leurs vertus aussi antioxydantes, mais pour la longévité, anti-vieillissement. Et voilà. Et après, donc, on n'a plus qu'à rajouter de l'eau. Exactement. Donc, on va mettre ça dans un petit vous le mettez filtre. Dans un filtre, tout à fait. Et puis on va déguster ça dans un instant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous laisse finir dans un instant. Il y a Julia, votre associée, qui va nous rejoindre pour un thé gourmand. Le temps de ce petit sujet. Avis aux amateurs maintenant de grands crus. Il n'y a pas que le vin qui possède un millésime, un terroir, un cépage. C'est aussi le cas de certains thés d'exception qui dévoilent une complexité aromatique qui n'a rien envie à nos meilleurs vins. C'est ce que vous allez découvrir dans le reportage signé Charles Bert. Sur les tables de ce restaurant, du vin, quoi de plus classique. Mais certains clients se laissent tenter par un tout autre cépage. On continue avec un puer, le même puer, mais chancha. Je viens de servir un thé noir puer qui rafraîchit en fait le palais pour recevoir le foie gras. Et pour accompagner au mieux les plats, ce sommelier d'un nouveau genre n'hésite pas à les goûter directement auprès de la chef. Le concombre, il est assaisonné au poivre du Sichuan. C'est sucré quand même, c'est agrumé mais sucré. C'est ensemble que le couple a ouvert ce restaurant en plein cœur de Paris. Son nom tient en un mot, Yamcha. Yamcha, c'est boire du thé en mangeant. Quand on a ouvert, on n'était pas encore au point sur les accords et on proposait des thés à la carte, comme le Yamcha. En fait, le Yamcha, en Chine, on choisit son thé et puis on fait tout le repas avec. Et au deuxième jour, on s'est rendu compte que comme le menu était surprise, que les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient manger, il fallait faire une proposition d'accorder nous-mêmes et demander aux gens de nous faire confiance. Le thé, une boisson digestive qui séduit.
Ici, l'accompagnement de thé est à 40 €, soit 2 fois moins cher qu'un accompagnement de vin. Mais ça reste pas donné. Et pour cause, de nombreux thés sont comparables à de grands crus. Maître Tseng est la seule femme à faire partie des 10 plus grands experts de thé au monde. Originaire d'une famille de planteurs taïwanais, elle est reconnue pour son odorat unique. Dans sa boutique, elle propose plus de 1000 références de thé d'exception qu'elle sélectionne avec attention. Pour avoir un bon thé ou un grand thé, c'est exactement comme un grand vin. Hein. C'est une question de terroir et des conditions climatiques. C'est une question de fabrication, le talent de la personne qui l'a fabriqué. C'est aussi pour certains thés, des modes de vieillissement, comme le vin. Si des millésimes peuvent être vendus des millions d'euros aux enchères, Maître Tseng est convaincu qu'il est possible de consommer un thé de qualité sans pour autant débourser des fortunes. Son expertise, Maître Tseng la met au service de chefs cuisiniers, de plus en plus demandeurs de conseils. Un beau terroir français, mais ce qui m'inspire moi le plus, c'est vraiment d'aller chercher ce qui se fait de mieux partout dans le monde. C'est pour ça que le thé, je ne l'ai pas encore sur ma carte, mais je pourrais changer d'avis. Si le thé s'impose doucement mais sûrement sur les tables françaises, il faut apprendre à cerner toute sa complexité. Bienvenue à l'Institut Paul Bocuse, situé près de Lyon. Ici, traditionnellement, les étudiants sont familiarisés au vin. On est sur un verre très ambré, avec des reflets jaunes un petit peu. Hein. J'ai la sensation d'être à la campagne et qu'on vient de couper les foins. C'est exactement ça. Mais dans ce verre, aujourd'hui, ne vous y trompez pas, ce n'est pas du vin, mais bien du thé. Donc, je vous ai préparé toute une sélection de plats. Entrée, plat, dessert, à chaque étape du repas, les étudiants dégustent différents cépages pour tenter de dénicher l'accord parfait. Il ne faut pas que le thé soit là pour prendre le dessus. Un mariage classique, ça peut être le poisson avec un thé vert. Là, on ne fait pas de faute de goût. Le thé vert relève le poisson, apporte une fraîcheur, garde le côté iodé, le côté marin du poisson. Que la viande, on peut aller sur des thés évidemment un peu plus corsés, un peu plus charpentés, un peu plus tanniques, un peu plus terreux. Et avec du fromage, des thés fruités comme un Darjeeling s'accorderont parfaitement. Un assortiment étonnant pour les palais français, mais pas pour ses étudiants. Ce sont eux les acteurs de demain sur la filière de la restauration, de l'hôtellerie au niveau mondial. Donc il faut bien évidemment être en accord avec ses clientèles et puis être surtout innovant. Voilà, on va essayer, on est dans l'innovation et force de proposition et bousculer un petit peu les codes. Et vous l'aurez compris, le thé peut être consommé sans modération. Alors, on revient en cuisine où on a goûté un petit thé détox. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Moi, je trouve pas mal du tout. Désaltérant, hein. Et alors maintenant, on est avec l'associée de Tamia qui s'appelle Julia Ullmann. Bienvenue, bonjour. Vous allez nous préparer un thé gourmand. C'est ça. Un thé croquant. Un peu plus sucré que le thé détox, mais toujours aussi bon. Ouais. Donc sur une base de thé noir. Un thé noir, un cette thé fois-ci. Yunnan, D'accord. avec des morceaux de caramel. Directement dedans. Voilà. De la vanille, des baies roses. Ouais. Et on peut rajouter aussi des morceaux de poire confite qu'on pourra croquer tout en infusant. D'accord. De la cannelle aussi. De la cannelle, oui, de la vanille, et puis aussi de l'anis étoilé si on aime ça. Ça devient un vin chaud en fait votre truc. C'est ça, hein, c'est un peu on y va plus franchement. marqué, mais allons-y. D'accord. On va procéder au mélange. Vous voulez un je, peu je vous laisse faire ça tranquillement Ça marche. et puis on va déguster ça dans un instant, mais ça a l'air pas mal. Hein. Ouais. Ça a l'air pas mal sur le papier. Gilles, vous nous disiez, vous, jamais de thé aromatisé? Parce Non, que les vrais puristes ne Oui, prennent pas de thé moi j'aime aromatisé. bien les thés nature, j'aime bien les vrais Darjeeling, les vrais Yunnan, mais surtout maintenant c'est comme dans le chocolat, quand vous achetez un Darjeeling, il faut préciser première, deuxième ou récolte d'automne, le nom du jardin, vous voyez, c'est comme dans le chocolat, où c'est pas simplement Venezuela, on donne le nom de la plantation dans laquelle a été cultiver le cacao. Donc il y a un vrai terreau de gens qui achètent des thés vraiment de connaisseurs. Ouais. C'est ça sur, qui les est bien d'avoir. sur les provenances, Oui. vous avez quand même des préférences. Oui. Est-ce qu'on peut déjà savoir si, par exemple, les meilleurs thés viennent plutôt de Chine, du Japon, du Sri Lanka? Oui, vous avez cité les 3 ou 4 préférés. Moi, par exemple, le matin, je convertis souvent des buveurs. Moi, j'aime pas le café, donc je ne bois pas de café. Donc, je bois du Yunnan, par exemple, le matin, grand Yunnan impérial.
ou Yunnan Kolindor. Ça, c'est du thé chinois. Alors, c'est du thé chinois. C'est un thé qui a beaucoup de tanins. Pas forcément énormément de théine, mais qui est un thé mais plutôt fort. Plutôt fort, que je laisse infuser 5 bonnes minutes et qui est formidable. Donc ça, c'est le réveil. Tartine de miel, c'est super. Voilà. Après, plus j'avance, je boirais plutôt un oolong, par exemple. Donc le thé bleu dont on a parlé tout à l'heure. Le thé bleu vert, c'est un thé qui est à la fois décontractant et stimulant en même temps. Je trouve que c'est très agréable pour finir une matinée. Et puis dans l'après-midi, je bois surtout du Darjeeling, par exemple. Ouais. Notamment, là, on est en pleine récolte de First Flush. Et voilà. Le soir, terminé, plus de thé? Alors oui, non, le soir, je ne bois pas de thé. Je bois alors, soit peut-être du Rooibos ou du Puer, pourquoi pas. Le Rooibos, alors le Rooibos, ça vient d'Afrique du Sud. Ah, oui, et c'est une plante qui fait 1,50 m à peu près, qui est taillée. Et par exemple, il y a une nouvelle boutique qui vient de s'installer entièrement africaine à Paris, là, fait par des Français. Et alors, ça se marie très très bien avec la vanille, par exemple. C'est un thé, c'est pas un thé, alors on appelle ça thé rouge, mais c'est une boisson qui en effet qui a des reflets très rouges et qui est absolument délicieux et très désaltérant. Et alors vous nous disiez qu'on peut maintenant se renseigner et avoir des infos sur la plantation elle-même. Qu'est-ce qu'on sait des plantations? Est-ce qu'il vaut mieux prendre du thé bio? Est-ce que vos thés ils sont bio? Alors nous avons quelques thés bio. Mais pas tous, parce qu'après, on a une réglementation européenne qui est assez sérieuse sur le thé, et donc nous, on a des contrôles assez sérieux sur nos arrivages de thé, et qui permettent d'offrir des thés avec une qualité normale, on va dire, c'est-à-dire qui n'apporte pas de produits trop chimiques. On entend dire souvent qu'il y a beaucoup de problèmes de pesticides dans les thés verts, notamment, qui viennent de Chine. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, les premiers à avoir fait du thé bio, si je ne me trompe pas, c'est plutôt le Sri Lanka et Darjeeling. Ils sont plus sérieux. Pour être allé à Darjeeling, 80% des thés sont bio aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec des composts, ils travaillent avec vraiment un terreau très 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 fort. Je veux dire, ils n'utilisent pas les pesticides d'antan. Quoiqu'il y a certains pesticides qui ne vont pas influer sur la plante, évidemment. Vous faites attention, vous, dans vos box, à la provenance. Vous avez un contact direct avec tous les producteurs de thé, en fait. C'est comme ça que ça marche. Oui, tout à fait. Nous, on est en contact permanent avec toutes les marques de thé. Effectivement, on demande à chaque fois la récolte, d'où elle vient. Et puis, surtout, c'est aussi beaucoup une demande du public de tracer les produits. C'est de plus en plus. Non, du sachet du vrac. Vous avez du vrac aussi. Non, du sachet du vrac, ouais. Attention, ils surveillent. Et alors, sur la dégustation, est-ce que pour vous, il y a une théière idéale? Oui. Non, il faut être assez démocratique, parce que on peut effectivement utiliser les belles théières en fonte, mais après c'est un peu compliqué aussi à la maison, parce que vous avez un discours qui est très spécifique et très pro, mais si on veut démocratiser un peu le thé en France, parce qu'on est en France, il faut aussi dire que c'est aussi simple que le café, en fait, par rapport à la cafetière d'avant où on faisait couler l'eau, alors on ne sait jamais trop comment doser le café, le thé c'est un peu pareil, c'est pas plus compliqué, vous voyez, parce que beaucoup de gens n'accèdent pas au thé parce qu'ils se disent ça y est, il faut faire la cérémonie, il faut mettre le chrono. Non, mais c'est vrai que c'est pas compliqué. Et puis ces théières en fonte, elles peuvent être très chères aussi. En plus, vous savez, une théière comme celle-ci, c'est très bien aussi pour faire infuser son thé. C'est quoi? C'est de la céramique. Ça vient d'où, ça? C'est anglais. C'est chez vous, ça? Oui, mais on n'est pas exclusif. C'est pas nous qui la fabriquons. Il y a même les tasses, les tisanières où on infuse directement la tasse dans la tasse. Et pour le bureau, c'est très pratique. Il faut éviter ça, voyez. Voilà, beaucoup font dans le mug aussi directement. Parce que ça compresse les feuilles de thé, ça. Donc on infuse avec la chaussette que vous avez montré tout à l'heure. Les filtres papier, les filtres papier qu'on trouve dans le commerce. Et puis autrement, vous avez donc des sachets tissus. Ou d'une théière à l'autre. Alors moi, j'ai une question avec les filtres papier. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas le petit fil. Il n'y en a pas besoin. Comment est-ce qu'on fait pour pas que tout le thé se répande? Vous nouez. Mais non, parce que du coup, le thé goûte avec le filtre papier et en met partout. Et là, ça goûte pas, il n'y a pas d'eau là. Comment vous faites? Chez moi, ça marche pas. Dans 2 heures, il risque de goûter. Après, je laisse 2 heures. Alors tu vas aller faire un stage chez Lille. Et comment on le conserve dans des conditions optimales, le thé? Et pendant combien de temps? Alors, le thé nature, surtout, se conserve assez longtemps, en fait. Après, c'est une question de goût, c'est-à-dire qu'il va forcément perdre un peu en saveur après quelques années. Mais nous, on a des DLC ou des LUO, sur le cas, qui sont de 2 à 3 ans. Donc, quand vous achetez une boîte de 100 grammes... a priori, en 2 à 3 ans... Si vous la laissez, bien sûr, dans un endroit sec, aéré, comme tout produit. Les boîtes sont quand même assez hermétiques. Voilà, parce qu'on a un double couvercle, donc ça permet de conserver le thé. Et juste une dernière question sur le choix de l'eau. Est-ce que vous conseillez une eau particulière? Oui, on a parlé de plomb pour le maquillage tout à l'heure, très important. Une eau avec du plomb, avec du calcaire, c'est très nocif.
Pas de l'eau du robinet alors? Moi jamais je prends du robinet. Donc je la filtre ou je prends des eaux avec un pH neutre. Tout à l'heure, on nous a servi de l'eau de Montroucou ou Volvic, type TH entre 6, 8 et 7, 7, 2, c'est très bien. Voilà, c'est le taux d'acidité en fait qui va être... Vous avez une bonne carafe avec votre filtre, vous trouvez dans le commerce, c'est très bien aussi. Et en France, on a de la chance d'avoir une eau de robinet qui est à peu près... Alors suivant les régions, elle est un peu plus... par exemple, si on est à Paris, faites un essai avec l'eau du 8e arrondissement. Oui, parce que la rive gauche, on est mieux... Elle est jaune. Non, mais c'est intéressant. Allez plutôt en effet rive gauche ou dans le 16e où il y a par exemple, dans le 16e, vous avez cette fameuse eau avec la fontaine, là, et vous avez une eau qui est beaucoup plus propre, plus claire. C'est assez intéressant. Donc, en fonction de l'eau qu'on a chez soi, c'est un goût différent. En tout cas, il faut dédramatiser aussi, et la carafe filtrante, ce sera personne ne va très boire bien. du thé. Parce que votre café, vous le faites avec quelle eau? Mais c'est ça, du robinet aussi. Voilà, donc le thé, alors, même si le café, est-ce que vous pensez, qu'un jour, et ce sera la dernière question, est-ce que vous pensez qu'un jour, en France, on boira autant de thé que de café? Parce que pour l'instant, on en est quand même encore très loin. Chez Compagnie Coloniale, on le souhaite vivement. Et c'est vrai qu'en moyenne, c'est dans une brasserie parisienne, c'est un thé pour 35 cafés. Regardez la Compagnie Coloniale qui fait un malheur maintenant dans les trains. Moi qui prends souvent le train, on est content. On ne cache plus ses sachets dans la poche en demandant un verre d'eau. Mais dans TGV, ils servent un café pour 8 cafés pour un thé, alors qu'une brasserie, c'est 35 cafés pour un thé. Parce qu'on a plus le temps, on est assis, parce que le thé, on a besoin. Et alors, dans les avions Oui, c'est ça, parce qu'on dit le thé, on a besoin de s'installer. C'est la seule différence qu'on peut avoir, c'est qu'on a besoin de s'asseoir. On boit rarement un thé debout au bar, alors qu'un café, on peut boire un café rapide. Un thé, il faut quand même le laisser infuser. C'est pour ça que les capsules de thé, ça marche pas, parce que voilà, il faut quand même laisser un peu de temps. Ça, c'est la seule contrainte qu'il y a dans le thé, c'est de laisser infuser. Mais c'est pareil, le temps, c'est un peu comme on aime. C'est-à-dire que certains thés, on va le faire 3 minutes parce que c'est le matin. Le soir, on peut laisser infuser un peu plus longtemps, même si effectivement, entre le thé noir et le thé vert, on peut faire une différence. Mais voilà, c'est comme on aime. Il faut vraiment qu'on démocratise le... Avant de refermer ce dossier, on vous redonne quelques petits conseils pour votre thé. Utilisez de préférence une eau de source ou une eau du robinet filtrée. Pour une infusion optimale, l'eau doit être chauffée à 90-95 maximum. Mais attention de ne pas la faire bouillir, sinon vous risquez de cramer les feuilles. Une manière de reconnaître un thé de qualité peut-être supérieure, il est fait de feuilles entières, contrairement aux mélanges qui sont hachés, qui sont vendus en sachets. Et pour garder votre thé chaud, ébouillantez votre théière avant d'y verser l'eau. Et puis côté entretien, on va le repréciser aussi, ne lavez pas forcément votre théière avec du liquide vaisselle, mais plutôt cette fois à l'aide d'une simple brosse et à l'eau claire. Ah oui, on va ramener le thé gourmand avec nous là, parce qu'on n'a pas eu le temps de le goûter. Merci beaucoup à tous les trois en tout cas d'être venus sur ce plateau. On va remercier également Isabelle Romer qui nous a aidé à préparer ce dossier. Elle nous attend dans les canapés, Anne-Marie, pour répondre à vos cas pratiques.